Il n'y a pas eu de moment de révélation, il n'y a pas eu d'instant dramatique où Adolf Hitler, debout devant un miroir, aurait décidé de haïr les Juifs. La haine a grandi lentement, alimentée par des échecs personnels, par de la littérature de mauvaise qualité déguisée en science et par une ville, Vienne, qui, au début du XXe siècle, était le laboratoire européen de l'antisémitisme politique moderne. Hitler arriva à Vienne pour la première fois en 1906, avec des ambitions de peintre. En 1907, il présenta ses dessins à l'Académie des Beaux-Arts et fut rejeté. En 1908, il essaya de nouveau. Cette fois, il ne fut même pas admis à l'épreuve d'entrée. La même année, sa mère, Clara, mourut d'un cancer du sein le 21 décembre. Adolphe avait 19 ans, aucun diplôme, aucun métier, aucun plan. Il liquida son modeste héritage et sa pension d'orphelin, s'installa dans une pension miteuse et commença à vendre des cartes postales peintes à la main pour survivre. Vers 1909, la situation était si précaire qu'il dut déménager dans un refuge pour indigents où il rencontra un vagabond nommé Reinhold Hanusch, avec qui il établit une société. Hitler peignait des vues de Vienne et Hanusch les vendait. En 1910, convaincu que Hanusch le trompait, il le dénonça. Hanusch fut emprisonné et la société se dissout. Pendant les 3 années suivantes, on ne sait pratiquement rien de la vie de Hitler à Vienne. Dans Mein Kampf, le livre qu'il dicta en prison entre 1923 et 1924, Hitler affirma qu'à Linz, la ville de province où il avait grandi, il y avait à peine des Juifs et que pendant l'enfance de son père, le sujet n'était même pas mentionné à la maison. L'histoire vérifiée par des chercheurs ultérieurs n'était pas si nette. Son ami d'enfance August Kubizek se souvenait qu'Alois Hitler, le père, était sympathisant de Georg von Schönerer, le leader du mouvement pangermaniste autrichien et l'un des antisémites politiques les plus influents de son époque. Au moins un des professeurs de Hitler à la Realschule de Linz avait des opinions ouvertement antisémites. Et Hitler lui-même, selon Kubizek, lisait déjà en 1904, à seulement 15 ans, le journal local Linzer Fliegende Blätter, clairement orienté antisémite. Le Hitler qu'il se présenta dans Mein Kampf comme un homme ayant découvert le problème juif par lui-même, seul, purifié de toute influence, était une construction rétrospective. La légende du génie politique qui ne devait rien à personne commença à se fabriquer même avant qu'il n'arrive au pouvoir. Mais c'est Vienne qui a définitivement façonné sa vision du monde. La capitale impériale comptait à cette époque près de 2 millions d'habitants, dont environ 200 000 étaient juifs, soit 10% de la population. C'était aussi, comme l'a largement documenté l'historienne Lucy Dawidowicz, l'épicentre de la politique antisémite européenne. Pendant que Hitler errait sur les boulevards dans son existence marginale, la ville lui offrait 2 modèles d'antisémitisme politique en pleine activité. Le premier était le mouvement pangermaniste de Georg von Schönerer, déjà en déclin lorsque Hitler arriva, mais historiquement décisif. Schönerer avait commencé sa carrière politique comme libéral au Reichsrat viennois en 1873, mais adopta rapidement un programme plus radical. Il fut le premier à relier explicitement l'antisémitisme à la biologie raciale, et non à la religion, et à l'incorporer comme élément central d'un programme politique. En 1885, il ajouta au programme pangermaniste un point qui devint son noyau. L'élimination de l'influence juive de toutes les sections de la vie publique est indispensable. Il proposa des restrictions à l'immigration juive venant de l'Est en 1887, présenta des motions antisémites au Parlement, et fut le premier à faire du rejet des Juifs non pas une position marginale, mais le cœur même de l'identité politique allemande en Autriche. Hitler l'admirait, mais le critiquait sévèrement pour s'être livré à des fantaisies ésotériques, les rituels païens nordiques que Schönerer adoptait pour ses partisans, qui se saluaient par Heil au lieu de Guten Tag et utilisaient les mois et jours du calendrier germanique ancien, lui semblaient politiquement suicidaires. L'échec de Schönerer fut, pour Hitler, une leçon pratique qu'il apprit avec soin. L'antisémitisme devait être un instrument de pouvoir de masse, et non un rite de secte. Le second modèle était Karl Lueger, maire de Vienne entre 1897 et 1910, leader du parti chrétien-social et antisémite le plus électoralement performant que l'Europe centrale ait produit jusqu'alors.
Luger remplissait les places avec sa rhétorique, remportait élection après élection. La première fois qu'il fut élu, en 1895, l'empereur François-Joseph refusa de confirmer sa nomination à cause des protestations internationales qu'elle suscita. Il dut être réélu 2 fois encore avant de prendre ses fonctions en 1897 et démontra que la haine des Juifs était un outil politique capable de mobiliser la classe moyenne viennoise avec une efficacité sans précédent. Hitler l'admirait sincèrement. Dans Mein Kampf, il l'appela le plus grand maire allemand de tous les temps. Mais il lui reprochait le même défaut qu'à Schönerer, en sens inverse. L'antisémitisme de Luger était opportuniste et religieux, non racial. Luger s'était fait connaître en disant « Wer Jud ist, das bestimme ich ». Qui est juif, c'est moi qui le décide. Cette plasticité pragmatique, qui était la source du succès de Luger, représentait pour Hitler une faiblesse mortelle. Un juif baptisé restait juif, car la race ne se réduisait pas aux croyances. C'est aussi à Vienne que Hitler trouva le matériel de lecture qui structura ses obsessions les plus profondes. Entre 1907 et 1910, il consomma avec avidité une série de pamphlets publiés sous le titre Ostara, Briefbücherei der blonden Mannesrechtler, Lettres des champions blonds des droits de l'homme, édité par Jörg Lanz von Liebenfels, un occultiste raciste viennois qui, en 1907, avait tissé la croix gammée sur son château Burg Werfenstein, sur le Danube. Dans ses brochures, Lanz décrivait le monde comme un combat entre des héros aryens aux cheveux blonds et des hommes-singes de races inférieures. La charge sexuelle était explicite et constante. La pureté de la femme aryenne menacée par la sexualité démoniaque de l'inférieur. Les Juifs n'étaient pas toujours identifiés par leur nom dans Ostara. Lanz estimait que la crudité de l'image raciale suffisait sans nécessité de spécificité. Mais dans d'autres textes, il écrivait à leur sujet sans ambiguïté. « Nous ne rêverions jamais de prêcher des pogroms, car ils viendront sans que nous les encouragions. » La solution proposée était la stérilisation, le couteau de la castration. Lorsque, en 1909, Hitler alla chercher directement auprès de Lanz des numéros manquants, l'éditeur, flatté, les lui donna gratuitement. Dans la bibliothèque privée de Hitler, retrouvée après la guerre, se trouvaient au moins 2 exemplaires d'autres pamphlets de Lanz, Das Buch der Psalmen Deutsch, un livre de prière pour mystiques raciaux et antisémites, et Das Gesetzbuch der Manu und die Rassenpflege, publié en 1908, qui prônait de nettoyer la terre des Juifs et d'autres races métissées. Un autre penseur qui circulait dans la Vienne de Hitler était Guido von List, occultiste völkisch qui glorifiait le passé germanique pré-chrétien, déchiffrait d'anciennes runes à la recherche de sagesse cachée et promouvait une cosmovision dans laquelle un chef prédestiné, réincarnation des héros teutoniques, restaurerait la pureté raciale. List fut associé au mouvement pangermaniste de Schönerer et écrivit pour ses publications. Il fut le premier à utiliser dans des textes publics la terminologie de Gaue, district, et Gauleiter, chef de district, pour décrire la structure territoriale d'une future Allemagne raciale, terminologie que les nazis adopteraient fidèlement à leur arrivée au pouvoir. La dette de Hitler envers ce penseur fut délibérément passée sous silence dans Mein Kampf. Toute mention de ces sources aurait exposé la fragilité scientifique de l'idéologie qu'il présentait comme une découverte personnelle. L'influence que Hitler reconnut toutefois, avec un ton de tribut au maître, fut celle de Dietrich Eckart, poète raté, journaliste à Munich, alcoolique et drogué, antisémite furieux, qu'il rencontrerait après la guerre dans les cercles nationalistes de Munich. Eckart fut celui qui l'introduisit dans les cercles de la haute bourgeoisie bavaroise et qui le présenta à Alfred Rosenberg. Mais l'antisémitisme racial qu'Eckart et Rosenberg aidèrent à articuler systématiquement était déjà présent, brut, dans l'esprit de Hitler depuis les années viennoises. Ce qui manquait, c'était un vocabulaire plus ambitieux et une plateforme politique depuis laquelle l'utiliser. En 1913, lorsque Hitler quitta Vienne pour Munich à 24 ans, il portait un bagage idéologique qui était en essence l'antisémitisme conventionnel de son époque, celui de Lanz, de Schönerer, de Luger, des pamphlets de Fritsch, mais fermenté dans le ressentiment d'un homme qui avait échoué en tout et avait besoin d'une explication totale.
que la presse libérale viennoise soit dominée par les Juifs, que le mouvement social-démocrate ait des dirigeants juifs, que la prostitution et le trafic de blanches à Leopoldstadt soient associés dans son esprit à la présence juive, tout s'inscrivait dans un récit qui expliquait le monde de manière simple et absolue. Les Juifs étaient la cause de tout ce qui allait mal, et ce récit, une fois installé, n'avait plus besoin de preuves pour se soutenir. Il se nourrissait de tout ce qui survenait. L'idéologie, race, parasite et la guerre cosmique. Il faut entrer dans l'esprit de Hitler avec tout l'inconfort que cela implique, car sans le comprendre, on ne peut expliquer ce qui s'est passé ensuite. Son antisémitisme n'était pas une position politique adoptée par commodité. C'était une conviction cosmologique totale, l'axe autour duquel tournait toute son interprétation de l'histoire, de la nature et du destin humain. Le noyau de cette vision était la question raciale. Pour Hitler, il n'existait pas d'histoire de l'humanité, il existait l'histoire des races en conflit permanent. Les races étaient inégalement dotées par nature et cette inégalité était immuable. Au sommet de la hiérarchie raciale se trouvait la race aryenne, non pas un concept défini avec précision scientifique, mais une construction que Hitler avait prise de sources disparates et fondue dans une mythologie du pouvoir. Les Aryens étaient les créateurs de toute civilisation authentique, les porteurs de culture, la force ascendante de l'histoire. La question raciale, écrivit-il dans Mein Kampf, donne la clé non seulement de l'histoire mondiale, mais de toute la culture humaine, parce que seul le sang contient la force ainsi que la faiblesse de l'homme. Toute l'histoire universelle était réductible dans son schéma à une seule variable, la pureté raciale. Cette cosmovision n'était pas une élaboration originale de Hitler, elle avait une généalogie intellectuelle précise qui s'étendait sur près d'un siècle. Le comte Arthur de Gobineau avait publié entre 1853 et 1855 son essai sur l'inégalité des races humaines, où il soutenait que la question raciale éclipse tous les autres problèmes de l'histoire, et que la décadence des civilisations était causée par le mélange des races. Richard Wagner, que Hitler idolâtrait depuis son adolescence à Linz et dont il lisait aussi les écrits en prose, publia en 1850 Das Judentum in der Musik, le judaïsme dans la musique, où il déclara que l'émancipation du joug du judaïsme était le premier besoin pour la régénération culturelle allemande. Wagner affinait la vision de Gobineau en termes spécifiquement germaniques et anti-juifs, fusionnant racisme, musique et rédemption nationale dans un récit de salut. Houston Stewart Chamberlain, le gendre de Wagner, boucla le cycle en 1899 avec Die Grundlagen des 19. Jahrhundert, les fondements du XIXe siècle, qui traduit en allemand devint un phénomène éditorial. Chamberlain systématisa l'idée que toute civilisation occidentale était l'œuvre des Aryens, les Juifs constituant leur antithèse perpétuelle. Le propre Kaiser Guillaume II était un admirateur enthousiaste de Chamberlain. Lorsque Alfred Rosenberg arriva à Munich depuis la Russie en 1919, il se chargea de préparer pour Hitler des résumés des idées de Chamberlain. L'emprunt intellectuel fut direct, mais jamais reconnu. Le noyau le plus agressif de la construction idéologique de Hitler était la figure du juif comme parasite. Pas comme adversaire politique, pas comme concurrent économique, pas comme différence religieuse, comme un organisme biologiquement défini dont la nature était celle d'un parasite vivant aux dépens des organismes nationaux d'autres peuples. Dans Mein Kampf, il écrivit que si les Juifs étaient seuls dans le monde, ils s'asphyxieraient dans leur propre saleté et leurs déchets. Ils étaient des porteurs de germes, empoisonnaient le sang des autres tout en conservant le leur et étaient une levure de décomposition. Phrase que Hitler emprunta à l'historien Theodor Mommsen, sorti de son contexte pour en faire une insulte raciale. La représentation des Juifs comme porteurs de saleté et de maladies avait une généalogie médiévale. Pendant la peste noire, au XIVe siècle, les Juifs avaient été accusés d'empoisonner les puits et de la propager délibérément. Hitler la modernisa avec le langage de la microbiologie qui lui donnait un vernis de scientificité. Paul de Lagarde, l'un des penseurs volkisch du XIXe siècle que Hitler avait lu à Vienne, avait écrit des décennies auparavant. Il faudrait un cœur aussi dur que la peau d'un crocodile pour ne pas avoir pitié des pauvres Allemands exploités et, ce qui est identique, pour ne pas haïr les Juifs. Avec la trichinose et les bacilles, on ne négocie pas,
Ni la trichinose ni les bacilles ne sont éduqués. Ils sont exterminés aussi rapidement et complètement que possible. Hitler prit cette image et la porta à ses conséquences littérales. L'obsession de la contamination sexuelle était un autre pilier central. Le passage le plus perturbant de Mein Kampf le reflète sans ambiguïté. Avec la joie satanique sur son visage, le jeune juif aux cheveux noirs guette la jeune fille imprudente qu'il défigure avec son sang, le volant à son peuple. Le langage n'est pas celui d'un politicien. C'est celui d'un homme qui a intériorisé la pornographie raciste de Lanz von Liebenfels jusqu'à la confondre avec la réalité. Hitler reprochait aux Juifs spécifiquement la propagation de la syphilis dans l'Allemagne d'après-guerre, et il affirmait que le péché contre le sang et la race est le péché originel de ce monde, empruntant le vocabulaire de la théologie chrétienne et l'appliquant à l'eugénisme racial. Pour Hitler, l'instrument contemporain de la domination juive était le marxisme. L'identification entre judaïsme et bolchevisme fut, en grande partie, l'œuvre d'Alfred Rosenberg, l'émigré allemand balte arrivé à Munich depuis la Russie après la révolution bolchevique, les protocoles des sages de Sion sous le bras. Les protocoles, un faux fabriqué par la police secrète tsariste, l'Ojrana, autour de 1900 et publié en allemand en 1920, prétendaient être le plan secret d'une conspiration juive pour la domination mondiale. Au cours des 6 premiers mois de leur diffusion en allemand, 120 000 exemplaires furent vendus. Un journaliste juif qui assista à plusieurs réunions consacrées à la discussion des protocoles décrivit un public composé de fonctionnaires civils, commerçants, anciens officiers, femmes, surtout des étudiants de toutes les facultés. Les passions, écrivait-il, étaient attisées jusqu'au point d'ébullition. Hitler les qualifia dans Mein Kampf de travail incomparable. Rosenberg écrivit à leur sujet dans d'innombrables articles et fut celui qui amena Hitler à développer sa thèse selon laquelle la Russie bolchevique était en essence une domination juive, que les Slaves, incapables de construire un État par eux-mêmes, avaient été pris en main par les Juifs et que l'Empire russe ne pouvait s'effondrer que sous ce joug. Les conséquences géopolitiques de cette thèse étaient directes. Si la Russie était une domination judéo-bolchevique, alors la guerre contre la Russie était simultanément une guerre contre le judaïsme mondial. Il n'y avait pas de distinction entre les deux, et si le sang aryen était incompatible avec le marxisme juif, l'objectif final ne pouvait être la défaite militaire de l'ennemi, mais son anéantissement biologique. Le 16 septembre 1919, en réponse à une lettre d'un officier nommé Adolf Gemlich, qui lui demandait des précisions sur la question juive, Hitler rédigea sa première formulation politique connue du problème. L'antisémitisme comme mouvement politique, écrivit-il, ne peut et ne doit pas se déterminer par des facteurs émotionnels, mais par la compréhension des faits. Les faits, poursuivit-il, établissent que le judaïsme est sans aucun doute une race et non une communauté religieuse. L'effet du judaïsme est la tuberculose raciale des peuples. Et l'objectif de l'antisémitisme rationnel, qui devait se distinguer de l'antisémitisme émotionnel produisant seulement des pogroms, devait être, irrémédiablement, l'élimination complète des Juifs. Le mot utilisé était « Entfernung », suppression. En 1919, son ambiguïté était encore réelle. En 1942, elle ne le serait plus. Le 30 janvier 1939, au Reichstag, Hitler prononça la prophétie qu'il répéterait 4 fois pendant les années de guerre. Si la finance juive internationale déclenchait à nouveau une guerre mondiale, le résultat ne serait pas la bolchevisation du monde et donc la victoire des Juifs, mais l'anéantissement de la race juive en Europe. Il l'utilisait rétrospectivement pour légitimer le génocide en cours, le datant du 1er septembre 1939, alors qu'il l'avait en réalité prononcé quelques mois plus tôt. C'était l'une de ces rares confusions de dates, révélatrices par ce qu'elle indique, que le génocide n'était pas pour lui une conséquence de la guerre, mais l'un de ses objectifs primaires. La haine devient loi, 1933 à 1935. Le 30 janvier 1933, peu avant midi, Paul von Hindenburg, président de la République allemande, administra le serment de chancelier à Adolf Hitler.
Hitler jura de protéger la Constitution et les lois du peuple allemand, d'exercer sa fonction avec impartialité et justice envers tous. Lorsqu'il prononça ces mots, il avait déjà préparé les plans pour détruire exactement ce qu'il jurait de protéger. L'appareil antisémite du nazisme n'attendit pas. Le 1er mars 1933, Heinrich Himmler, Reichsführer SS, annonça à Munich que les préparatifs pour installer le premier camp de concentration sur le terrain d'une ancienne usine de poudre à Dachau étaient terminés. Le Völkischer Beobachter, le journal officiel du parti, le décrivit comme un site pour concentrer tous les fonctionnaires communistes ainsi que ceux du Reichsbanner et des sociaux-démocrates qui ne peuvent rester en liberté. L'euphémisme fonctionnait déjà dès le premier jour. Les premières semaines du gouvernement nazi furent marquées par la violence de la SA, les sections d'assaut qui avaient atteint 400 000 hommes, 4 fois la taille de l'armée allemande permise par le traité de Versailles. Cette violence se déchaîna immédiatement contre les Juifs dans la vie publique. Juges et avocats furent traînés hors des tribunaux à Breslau le 11 mars. À Brunswick, Göttingen, Leipzig, Dresde, Chemnitz, les organisations locales de la SA boycottèrent les commerces juifs. Le 26 mars, Hitler convoqua Joseph Goebbels, récemment nommé ministre de la Propagande, et lui donna pour instruction d'organiser un boycott national des commerces juifs. La logique, nota Goebbels dans son journal, était de répondre à la propagande des atrocités que la presse étrangère et les organisations juives à l'étranger diffusaient sur la violence en Allemagne. Si le judaïsme extérieur réfléchit mieux, ce sera lorsque ces coreligionnaires en Allemagne commenceront à recevoir ce qui leur revient. Le langage annonçait déjà ce qui allait suivre. Le boycott fut officiellement convoqué pour le samedi 1er avril 1933. La SA et les SS furent déployés devant les commerces juifs avec pour instruction d'informer le public. Dans de nombreuses villes, les commerces furent vandalisés et leurs propriétaires intimidés. Un avocat juif fut signalé comme lynché par une foule à Kiel. Göring, convoquant le même mois les dirigeants des organisations juives allemandes dans son bureau, les avertit d'une seule phrase. « Si vous n'arrêtez pas la propagande à l'étranger, il y aura pogrom. » La violence de rue fut rapidement canalisée par la loi. Le 7 avril 1933, à peine 67 jours après l'accession au pouvoir de Hitler, fut promulguée la première loi antisémite du Troisième Reich, la loi pour la restauration du service civil professionnel. Elle ordonnait la destitution de tous les fonctionnaires de descendance non-aryenne, juges, procureurs, professeurs d'université, médecins de la sécurité sociale étatique, avocats des tribunaux. Tous furent soumis à des décrets similaires dans les semaines suivantes. Le 25 avril, la loi contre le surpeuplement dans les écoles allemandes limita à 1,5% le nombre de nouveaux élèves non-aryens, pouvant accéder aux institutions éducatives. Ce qui suit mérite de s'arrêter. Le président Hindenburg, le vieux maréchal de campagne qui avait cédé le pouvoir à Hitler, écrivit au nouveau chancelier le 4 avril pour protester. Pas à cause des Juifs en général. Hindenburg soutint que juges, avocats et fonctionnaires juifs blessés pendant la guerre ou combattants du front ne pouvaient pas être simplement expulsés. S'ils ont été dignes de lutter et de saigner pour l'Allemagne, ils doivent aussi être considérés dignes de continuer à servir la patrie dans leur profession. Hitler répondit le lendemain par une lettre dans laquelle il promettait de tenir compte des nobles motivations du maréchal et garantissait que la solution serait appliquée légalement et non par des actes arbitraires. En moins de 3 ans, la loi qu'il promettait serait infiniment plus radicale que tout acte arbitraire qu'Hindenburg aurait pu imaginer. Cette période de 1933 à 1935 produisit, selon la documentation vérifiée lors des procès de Nuremberg, plus de 400 lois et décrets qui frappèrent systématiquement les Juifs allemands. Chaque décret élargissait le champ du précédent. L'exclusion des tribunaux fut suivie par l'exclusion des orchestres, des théâtres, des universités, de la presse. L'objectif n'était pas seulement de leur retirer leur travail, c'était de les effacer de la vie publique allemande comme s'ils n'en avaient jamais fait partie. Race transformée en loi, les lois de Nuremberg. Le 15 septembre 1935, à Nuremberg, lors du congrès annuel du NSDAP,
Le Reichstag adopta à l'unanimité 2 lois qui transformèrent l'antisémitisme racial de doctrine en code légal de l'État allemand. Ce fut l'acte juridique le plus significatif du processus qui conduirait au génocide, et il fut rédigé en moins de 24 heures. Ce qui se passa dans les jours précédant ce vote en dit long sur le mode de fonctionnement du régime. Le 13 septembre, Hitler décida subitement qu'il voulait une législation raciale pour la clôture cérémonielle du congrès du parti, prévue le 15. Il n'existait alors qu'un seul projet prêt, une loi interdisant aux Juifs d'exposer le drapeau national allemand, conçue comme réponse à une manifestation à New York le 26 juillet 1935, au cours de laquelle le drapeau à croix gammée fut arraché de l'SS Bremen. Hitler voulait quelque chose de plus spectaculaire. Il convoqua Wilhelm Frick, ministre de l'Intérieur, et lui donna des instructions verbales. Frick mit à travailler immédiatement depuis Nuremberg ses 2 principaux collaborateurs, Hans Pfundner et le secrétaire d'État Wilhelm Stuckart. Stuckart appela par téléphone Bernhard Leusener, expert en droit racial du ministère à Berlin, et lui ordonna de venir avec les fichiers de projets accumulés pendant des années de préparation. Leusener arriva le matin du samedi 14 septembre. Depuis ce moment jusqu'à environ 3 heures du matin le 15, l'équipe rédigea plusieurs projets. Hitler les examina et les approuva. Cette précipitation n'était ni accidentelle ni improvisée. Elle fut possible parce que les projets existaient déjà. Le ministère de l'Intérieur accumulait depuis des années des projets de législation raciale dans ses archives. Depuis 1928, alors que le NSDAP était encore dans l'opposition, Helmut Nicolai, ancien fonctionnaire du gouvernement prussien affecté à la planification du futur ministère en cas de victoire électorale, avait rédigé mémorandum et projets législatifs. Un mémorandum du NSDAP de cette époque déclarait clairement « Si le NSDAP obtient la majorité absolue, les Juifs seront privés de leurs droits par des moyens légaux. Si le NSDAP arrive au pouvoir seulement par une coalition, les droits des Juifs allemands seront affaiblis par des moyens administratifs. La légalité était l'instrument, non la limite. La loi pour la protection du sang allemand et de l'honneur allemand interdisait le mariage entre Juifs et citoyens allemands ou de sang apparenté. Elle interdisait les relations extraconjugales entre les 2 groupes. Elle interdisait aux Juifs d'employer du personnel domestique féminin allemand de moins de 45 ans, une disposition directement dérivée de la pornographie raciale de Lanz von Liebenfels, qui avait quitté les marges de la culture viennoise pour entrer dans le code civil du Reich. Elle leur interdisait de hisser les couleurs nationales allemandes, bien qu'ils puissent exhiber les couleurs juives. La loi sur la citoyenneté du Reich établissait la distinction entre Staatsangehöriger, sujets qui vivaient sous la protection de l'État, et Reichsbürger, citoyens du Reich, réservés exclusivement à ceux ayant le sang allemand ou apparenté. Les Juifs étaient exclus de la citoyenneté. Désormais, en termes juridiques, l'État n'était plus de leur côté. Mais c'est le décret supplémentaire du 14 novembre 1935 qui transforma les lois de Nuremberg en une machine de classification raciale d'une minutie presque obscènement bureaucratique. Étaient considérés comme juifs ceux qui avaient au moins 3 grands-parents juifs complets. Étaient également considérés comme juifs ceux qui avaient 2 grands-parents juifs et appartenaient à la communauté religieuse juive au 15 septembre 1935, ou qui se mariaient avec un juif ou naissaient de relations avec un juif après le 31 juillet 1936. Les catégories intermédiaires de Mischling, sans mêlée, se divisaient en premier degré, 2 grands-parents juifs sans appartenir à la communauté juive ni être mariés à un juif, et second degré, un grand-parent juif. La distinction semblait technique. Elle deviendrait en quelques années la différence entre vivre et mourir. Le commentaire officiel des lois de Nuremberg, rédigé par le secrétaire d'État Stuckart et son assistant Hans Globke, le même Globke qui, des décennies plus tard, dans la République fédérale d'Allemagne, deviendrait chef du bureau du personnel du gouvernement du chancelier Konrad Adenauer, dans un chapitre sombre de la continuité bureaucratique allemande d'après-guerre, déclarait sans détour que la reconnaissance de l'importance du sang et de la race pour le folk et l'État était l'une des bases principales de la vision du monde national-socialiste. La citoyenneté du Reich, expliquait-il, n'était pas une question de droits individuels. Elle découlait de l'appartenance au folk.
et l'appartenance au Volk nécessitaient à la fois la pureté raciale et la disposition et la capacité de servir loyalement le peuple et le Reich. Le citoyen du Reich était, selon cette construction, le porteur de tous les droits politiques pleins. Le problème était qu'en Allemagne, en 1935, aucun droit politique n'existait. Il n'y avait pas de parti, pas d'élections libres, pas de liberté garantie. Le seul droit que le citoyen du Reich pouvait exercer était d'applaudir lors des rassemblements de masse ou de voter Ja aux 5 plébiscites que Hitler organisa en guise de substitut à la démocratie. Les lois de Nuremberg n'étaient pas une invention nazie sans précédent. Elles avaient une généalogie directe dans des décennies de propositions antisémites qui n'avaient jamais été adoptées en loi. Heinrich Claas, président de la Ligue pangermaniste et auteur du pamphlet. Wenich der Kaiser, vers de 1912, avait proposé des mesures presque identiques à celles de Nuremberg. Exclusion des Juifs de toutes les fonctions publiques, interdiction des mariages mixtes, double imposition des Juifs en compensation de la protection dont ils jouissaient en tant qu'étrangers. Adolf Stoecker, le prédicateur de cour du Kaiser qui avait fondé en 1878 le Parti chrétien-social des ouvriers, avait proposé en 1879 des restrictions pour les juges et enseignants juifs et un recensement confessionnel pour quantifier la disproportion entre le capital juif et le travail chrétien. Theodor Fritsch, le grand patriarche de l'antisémitisme organisé allemand qui publiait depuis les années 1880 son Antisemiten Katechismus, rebaptisé plus tard Handbuch der Judenfrage, avait formulé ces 10 commandements allemands de la légitime défense, avec 2 consacrés spécifiquement à la pureté raciale. Tu ne souilleras pas le noble sang arien de ton peuple en le mélangeant avec le sang juif, et tu n'auras pas de relation sociale avec le juif. Hitler lui-même avait introduit une législation antisémite proactive dès les premières années parlementaires du NSDAP. Le 27 mai 1924, alors que le parti venait d'être reconstruit et comptait 32 députés au Reichstag après les élections de mai, les nazis présentèrent une motion visant à placer tous les membres de la race juive sous législation spéciale. En juillet de la même année, ils proposèrent un projet de loi pour exclure les membres de la race juive de toutes les fonctions publiques du Reich et obtenir leur destitution immédiate. En 1925, Wilhelm Frick proposa devant le Reichstag un projet de loi de réduction de personnel qui licencierait du service civil les prétendus fonctionnaires de la Révolution et les membres de la race juive. Devant ses collègues du Reichstag, Frick le justifia d'une seule phrase. Nous considérons qu'il est en dessous de notre dignité d'être gouverné par des personnes de cette race. En 1930, avec 107 députés nazis, le NSDAP présenta une série de propositions incluant l'expropriation sans indemnisation des biens des Juifs d'Europe de l'Est en Allemagne. Les industriels eux-mêmes qui finançaient le parti furent effrayés et Hitler ordonna de retirer le projet. Mais en 1938, cette même expropriation fut réalisée, exactement, sans indemnisation. Les lois de Nuremberg complétèrent la première phase du programme antisémite du régime. Elles privèrent les Juifs de la citoyenneté, légalisèrent l'exclusion raciale et établirent une infrastructure juridique qui les plaça en termes de droit médiéval, comme l'a ironiquement observé Dawidowicz, dans une position encore inférieure à celle que leur accordait le Sachsenspiegel, le code juridique allemand du XIIIe siècle, qui leur conférait au moins la protection de l'étranger. Désormais, les Juifs allemands étaient hors de portée de l'État, et toute mesure ultérieure que le régime voudrait prendre contre eux rencontrerait beaucoup moins de résistance juridique. La nuit de la verrerie brisée, le pogrom comme politique. À 9h29 du matin du 7 novembre 1938, à l'ambassade allemande à Paris, un jeune homme de 17 ans nommé Herschel Greenspan tira 5 balles contre Ernst vom Rath, 3e secrétaire de l'ambassade. Vom Rath mourut 2 jours plus tard de ses blessures, le 9 novembre. Greenspan était un juif polonais. Ses parents vivaient à Hanovre depuis 1914, mais le gouvernement polonais avait émis un décret en mars 1938 annulant la citoyenneté des Polonais résidant à l'étranger depuis plus de 5 ans, à moins qu'ils ne reçoivent un tampon spécial des consulats polonais avant le 31 octobre. Les fonctionnaires polonais refusèrent de délivrer les tampons. Du jour au lendemain,
Environ 50 000 Juifs polonais résidant en Allemagne se retrouvèrent apatrides. Le 28 octobre, la Gestapo, sur ordre du ministère des Affaires étrangères, commença à arrêter les Juifs polonais pour les déporter vers la frontière polonaise. Les parents de Greenspan figurèrent parmi les premiers à être arrêtés. Ils furent maintenus dans des conditions épouvantables en terre de personne, du côté polonais, à Zbąszyń, près de Poznań. La nuit du 9 novembre, les dirigeants du parti nazi se réunissaient à l'Altes Rathaus de Munich pour célébrer l'anniversaire du putsch de 1923. Hitler y dîna avec ses camarades les plus anciens et fut entendu dire que la SA devrait avoir une nuit. Puis il se retira avant la fin du dîner, un geste calculé pour donner son approbation sans laisser de traces directes. Goebbels prononça alors un discours enflammé devant le groupe réuni, appelant à des manifestations spontanées. Les membres du parti savaient exactement ce que signifiait « spontané ». Himmler et Heydrich étaient à Munich ce soir-là, mais pas à la réunion du parti. Lorsqu'ils reçurent des informations sur ce qui se préparait, Himmler vérifia avec Hitler et ordonna à Heydrich de se conformer aux désirs du bureau de la propagande. Dans les premières heures du 10 novembre, Heydrich émit des instructions pour toute l'Allemagne. Les incendies de bâtiments juifs ne devaient pas se propager aux propriétés non juives. Les étrangers ne devaient pas être dérangés et il fallait arrêter dans tous les districts autant d'hommes juifs en bonne santé, surtout les riches, que les espaces de détention préventive pouvaient accueillir. Ce qui suivit fut le pogrom le plus violent que l'Europe moderne ait connu depuis des décennies. Cette nuit-là, des feux furent allumés dans toute l'Allemagne. La quantité de verres de vitrine détruite, qui couvrait les trottoirs des villages et des villes allemandes, fut ensuite estimée à la moitié de la production annuelle de verre plat de la Belgique, d'où il avait été importé. Plus de 7000 commerces juifs furent détruits. Près de 100 juifs furent tués sur le coup et des milliers d'autres soumis à des tortures et des humiliations. Environ 30 000 hommes juifs furent arrêtés et conduits dans les camps de Buchenwald, Dachau et Sachsenhausen. David H. Buffum, le consul général américain à Leipzig, envoya le 21 novembre 1938 un rapport au département d'État décrivant ce qu'il avait observé. Des hommes détenus furent jetés dans un ruisseau qui traversait le zoo de la ville et les auteurs des faits ordonnaient aux passants horrifiés de leur cracher dessus, de les couvrir de boue et de se moquer d'eux. Göring convoqua une réunion le 12 novembre au ministère de l'Air du Reich pour coordonner ce qu'il appelait l'élimination des Juifs de la vie économique allemande. Heydrich proposa que les Juifs portent des insignes distinctifs et suggéra une émigration forcée massive. Göring évoqua l'idée du ghetto, et à la fin de la réunion, presque sur un coup de tête, il demanda ce que les présents penseraient s'il lui annonçait que la judaïté devrait contribuer 1 milliard de marks comme punition. Il n'y eut aucune objection. Göring émit ce jour-là le décret sur la contribution pénale des Juifs qui étaient des sujets allemands. La somme fut effectivement perçue. Lorsque la réunion se termina, Göring prononça la phrase qui résumait l'esprit de ce gouvernement « Je dois dire à nouveau que je ne voudrais pas être juif en Allemagne ». Puis, imitant le style de son Führer, il conclut par une menace. Si l'Allemagne entrait en conflit avec des puissances étrangères dans un avenir proche, il va de soi que nous, en Allemagne, ferions d'abord en sorte que la question arrive à un règlement avec les Juifs. La machine de la mort, les Einsatzgruppen et le meurtre industriel. Le 22 juin 1941, la Wehrmacht franchit la frontière soviétique avec 3 groupes d'armées s'étendant de la mer Baltique à la mer Noire, avec plus de 3 millions de soldats allemands déployés sur le front militaire le plus vaste de l'histoire. C'était l'opération Barbarossa. Avec les armées, ou immédiatement derrière elles, marchaient 4 formations spéciales, les Einsatzgruppen, dont la mission, transmise oralement dans la chaîne de commandement, n'apparaissait dans aucun document signé. Tuer tous les Juifs dans les territoires occupés. La préparation avait été précise. Le 13 mars 1941, le maréchal de champ Wilhelm Keitel émit une directive secrète en 5 copies qui établissait le cadre d'autorité de la SS dans les zones d'opération militaire. Un paragraphe spécifique attribuait au Reichsführer SS Himmler des missions spéciales pour la préparation de l'administration politique liée à la lutte finale entre 2 systèmes politiques opposés. Ce langage apocalyptique, selon Keitel lui-même, avait été dicté directement par Hitler.
C'était l'autorisation formelle pour que les Einsatzgruppen opèrent dans les territoires conquis en dehors de la discipline militaire et de tout code de droit international. Keitel déclara avoir fermement contesté le paragraphe qui donnait à Himmler l'autorité sur l'arrière du front, mais que son opposition avait été vaine. L'entraînement des Einsatzgruppen commença en mai 1941 dans les centres de recrutement de Pretsch et Düben en Saxe, 2 villages au nord-est de Leipzig. Les quelques 3000 hommes qui formeraient les 4 groupes, entre 800 et 1200 par groupe, provenaient des SS, du SD, de la Gestapo, de la police criminelle, Kripo, de la police de l'État, Stapo, de l'Ordnungspolizei et des Waffen-SS. Leurs officiers étaient, pour la plupart, des hommes ayant une éducation universitaire, des avocats, des médecins, des économistes qui étaient arrivés au SS par la carrière professionnelle au sein de l'appareil de sécurité de l'État. Lors de multiples séances de conditionnement, Heydrich leur expliqua que le judaïsme à l'Est est la source du bolchevisme et doit donc être anéanti conformément aux objectifs du Führer. Personne ne remit en question l'ordre. Lorsque l'armée allemande lança son avancée le 22 juin, les Einsatzgruppen entraient dans chaque village ou ville quelques heures après la conquête. Les 4 groupes avaient des zones d'opération spécifiques. L'Einsatzgruppe A, affectée au groupe d'armée Nord, opérait dans les pays baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie, sous le commandement du SS-Brigadeführer Walter Stahlecker. L'Einsatzgruppe B, avec le groupe d'armée Centre, en Biélorussie et les zones orientales vers Moscou, sous le SS-Brigadeführer Arthur Nebe. L'Einsatzgruppe C, avec le groupe d'armée Sud, dans le nord et le centre de l'Ukraine, sous le SS-Brigadefürer Otto Rasch, et l'Einsatzgruppe D, avec la 11e armée dans le sud de l'Ukraine et la Crimée, sous le SS-Gruppenführer Otto Ohlendorf. Leurs directives opérationnelles provenaient directement de la RSHA de Heydrich. Le modus operandi a été décrit en détail par Ohlendorf dans son témoignage à Nuremberg. L'unité affectée à une localité contactait les dirigeants juifs et leur ordonnait de convoquer tous les juifs de la ville sous la promesse d'une réinstallation. On leur demandait de remettre leurs objets de valeur. Juste avant l'exécution, ils devaient céder leurs vêtements extérieurs. Les hommes, les femmes et les enfants étaient conduits vers un lieu d'exécution, généralement une tranchée anti-char déjà creusée ou un ravin en périphérie de la ville, où ils étaient fusillés à genoux ou debout et les cadavres étaient jetés dans le fossé. Les fosses étaient ensuite recouvertes de terre. Parfois, le son des tirs continuait pendant des heures. Le rapport du 1er décembre 1941 du SS Standartenführer Karl Jäger, commandant de l'Einsatzkommando 3 au sein de l'Einsatzgruppe A opérant en Lituanie, est l'un des documents les plus glaçants de l'histoire du génocide. Avec la précision comptable d'un gestionnaire d'entrepôt, Jäger enregistra chaque opération effectuée entre le 2 juillet et le 25 novembre 1941, date, lieu, nombre et catégorie de victimes. À Rokiskis, les 15 et 16 août, 3207 personnes. À Marie-Jean-Paul, le 1er septembre, 1763 juifs, 1812 juives, 1404 enfants juifs. À Kaunas, le 29 octobre, 9200 juifs, juives et enfants. À la fin de son rapport, Jäger consigna le total, 137 346 personnes exécutées, et ajouta une observation de gestion opérationnelle. L'objectif de nettoyer la Lituanie des Juifs ne peut être atteint que si les troupes spécialisées poursuivent leur travail, car ce n'est qu'avec ces commandos réduits et des hommes expérimentés que l'on peut obtenir les résultats avec une efficacité maximale. Kaunas, écrivit-il, a été comparativement un paradis de fusillade grâce à la disponibilité des auxiliaires lituaniens. La collaboration des populations locales était un élément délibéré de la stratégie des Einsatzgruppen. En Lituanie, Lettonie, Estonie et Ukraine, les formations auxiliaires de la police locale, recrutées parmi les hommes ayant souffert sous l'occupation soviétique de 1940 à 1941 et qui avaient leur propre tradition antisémite, participèrent activement aux fusillades. Heydrich avait donné pour instruction à ses chefs des Einsatzgruppen de ne pas entraver les pogroms que ces populations pouvaient initier spontanément, mais de les organiser discrètement et de s'assurer qu'ils ne laissaient aucune trace visible de l'initiative allemande. À Kaunas,
Le même jour de l'entrée allemande, le 25 juin 1941, des groupes d'activistes lituaniens tuèrent plus de 4000 juifs dans les rues de la ville sans qu'un seul soldat allemand tire. Les Einsatzgruppen trouvèrent dans cette violence locale un instrument qui amplifiait leur capacité opérationnelle. Le cas de Babi Yar, les 29 et 30 septembre 1941, est peut-être le plus connu des fusillades de masse en plein air. À Kiev, occupé par la Wehrmacht le 19 septembre, un commando de l'Einsatzgruppe C sous le SS Standartenführer Paul Blobel organisa l'appel des Juifs de la ville avec des affiches les incitant à se présenter pour un transfert. Plus de 33 771 personnes se présentèrent en 2 jours et furent conduites en groupe par une route vers le ravin de Babi Yar, en périphérie de la ville. Ils devaient laisser leurs effets personnels, leurs vêtements, leurs documents. Ils étaient fusillés en groupe au bord du ravin et les corps tombaient au fond. Les 29 et 30 septembre, selon le propre rapport de situation de l'Einsatzgruppe, 33 771 Juifs exécutés. Ce fut le plus grand massacre individuel des premiers mois de la guerre. Les rapports d'opération des Einsatzgruppen arrivaient à la RSHA à Berlin avec une régularité presque postale. Chacun d'eux rapportait les exécutions avec le vocabulaire aseptisé des statistiques de gestion, traitements spéciaux, actions, mesures de sécurité. Les rapports de situation hebdomadaires étaient distribués aux hautes sphères du parti et de l'État. Lors du procès d'Adolf Eichmann à Jérusalem en 1961, le procureur israélien Gideon Hausner présenta l'un de ces documents comme preuve et Eichmann reconnut les avoir lus à l'époque. Les hauts fonctionnaires du Reich n'étaient pas épargnés par l'information. Elle leur était présentée dans la langue qu'ils avaient appris à parler. Le tribunal militaire international de Nuremberg conclut que les Einsatzgruppen et d'autres unités de la police de sécurité avaient assassiné environ 2 millions de Juifs, 2 millions des 6, fusillés un par un, dans des fosses communes le long de milliers de kilomètres de territoire soviétique, dans une opération qui dura plus de 3 ans. Wannsee, la conférence qui a coordonné un génocide. À 12 heures, le 20 janvier 1942, dans une villa située rue Am Großen Wannsee, 56 à 58, dans la banlieue de Wannsee, en périphérie de Berlin, un bâtiment spacieux avec vue sur le lac, acquis en 1940 par le service de sécurité du Reich pour être utilisé comme centre de conférence, 15 hauts fonctionnaires de l'État et du parti nazi se réunirent autour d'une table pour manger, boire et discuter pendant environ 90 minutes des détails de la coordination du génocide. La réunion avait été initialement prévue pour le 9 décembre 1941, mais elle avait dû être reportée après l'attaque japonaise sur Pearl Harbor le 7 décembre et la déclaration de guerre subséquente de l'Allemagne aux États-Unis. Reinhard Heydrich présidait la session. Adolf Eichmann, depuis 1938 l'expert des SS en matière d'émigration forcée des Juifs et depuis 1939 chef du département 4B4 de la RSHA, responsable des affaires juives et de l'évacuation, avait préparé la conférence et pris les minutes. Les participants représentaient les échelons les plus élevés de la bureaucratie d'État et du parti, secrétaire d'État et sous-secrétaire des ministères de l'Intérieur, de la Justice, des Affaires étrangères, la chancellerie du Reich, la chancellerie du NSDAP, le bureau du plan quadriennal de Göring, le gouvernement du général-gouvernement de la Pologne occupée, représenté par le secrétaire d'État Joseph Bühler au nom du gouverneur Hans Frank, et plusieurs commandants de la SIPO et du SD, certains d'entre eux ayant déjà l'expérience pratique des massacres de masse, le SS Sturmbannführer Rudolf Lang, commandant du SD en Lettonie, avait terminé quelques semaines plus tôt les massacres de Riga dans lesquels environ 27 000 Juifs perdirent la vie. Heydrich commença par un récapitulatif historique de la politique allemande envers les Juifs, émigration forcée jusqu'en 1941 et maintenant évacuation vers l'Est, car les possibilités d'émigration étaient épuisées avec la guerre. Il présenta ensuite une révision statistique du nombre de Juifs en Europe, plus de 11 millions, y compris ceux des pays neutres et alliés, et exposa la procédure générale de la solution finale dans sa mise en œuvre pratique. L'Europe serait peignée d'ouest en est à la recherche des Juifs qui seraient évacués groupe par groupe vers les soi-disant ghettos de transit pour être transportés depuis là plus à l'est. Le protocole de la conférence, rédigé par Eichmann
et soigneusement révisé par Heydrich, évita en tout temps le langage explicite du meurtre. Évacuation, réinstallation, traitement spécial, solution finale. Les 15 hommes dans la salle n'avaient pas besoin qu'on leur explique. Lorsqu'ils se réunirent à Wannsee, la plupart savaient déjà que les Einsatzgruppen avaient tué des centaines de milliers de juifs soviétiques. Plusieurs avaient reçu des rapports directs. Personne ne protesta. Heydrich informa que les juifs aptes au travail dans les territoires occupés de l'Est seraient employés à la construction de routes. Un grand nombre d'entre eux, sans aucun doute, disparaîtra par réduction naturelle. Ceux qui survivraient à ce processus, sans doute l'élément le plus résistant, devrait être traités en conséquence, car il représenterait le point de départ d'une renaissance juive. Les procès-verbaux continuent. On discuta du sort des Mischlinge, de la question des Juifs dans les mariages mixtes, de la possibilité de la stérilisation comme alternative dans certains cas. La situation en Slovaquie et en Croatie fut débattue, la plupart des Juifs de ces pays ayant déjà été tués sur l'initiative locale. On discuta également de la manière de persuader la Hongrie de coopérer. La conférence de Wannsee dura 90 minutes. Elle ne décida pas du Holocauste. Les massacres de masse étaient déjà en cours depuis juin 1941, mais elle coordonna son extension bureaucratique à toute l'Europe sous contrôle allemand. Le protocole fut découvert parmi les archives allemandes capturées en 1945 et arriva à l'attention du procureur américain Robert Kampner au début de 1947, pendant les préparatifs pour les procès des ministres à Nuremberg. Il fut cité dans au moins 2 des procès ultérieurs de Nuremberg. Lors du procès d'Eichmann à Jérusalem en 1961, l'accusé lui-même admit avoir préparé la conférence et rédigé le document. Les camps d'extermination, l'industrialisation de la mort. Le premier chambre à gaz d'Auschwitz entra en fonctionnement en septembre 1941. Elle n'était pas encore destinée aux Juifs. 250 patients de l'hôpital et 600 prisonniers de guerre soviétiques, probablement des commissaires politiques et des Juifs extraits des camps militaires par les Einsatzkommando de Heydrich, furent les premiers à être gazés avec le Zyklon B dans le bloc 11. L'expérience technique avait fonctionné. Dans les semaines suivantes, la construction de Birkenau commença, le complexe qui deviendrait le centre d'extermination d'Auschwitz. Le premier camp d'extermination opérationnel fut Chelmno, Kulmhof en allemand, situé à 60 km de Lodz, destiné initialement aux Juifs du ghetto de cette ville. Chelmno commença à fonctionner le 8 décembre 1941 avec des fourgons mobiles utilisant les gaz d'échappement des moteurs. Les Juifs étaient montés dans les fourgons sous la promesse d'une douche. Le moteur était mis en marche. Les gaz étaient canalisés à l'intérieur du compartiment hermétiquement scellé. À la fin de 1941, le camp de Bełżec, près de Lublin, fut achevé et commença à fonctionner en février 1942. La construction de Sobibor commença en mars 1942. Le camp de concentration de travail de Majdanek, près de Lublin, fut transformé en camp d'extermination. Et Treblinka, à 80 km de Varsovie, qui avait fonctionné comme camp de travail depuis 1941, fut converti en une machine de mort. Au premier semestre de 1942, Majdanek et Treblinka rejoignirent la liste des camps d'extermination opérationnels. Le lien de continuité entre le programme d'euthanasie allemand, connu sous le nom de T4, et les camps d'extermination n'est pas métaphorique mais littéral. Le programme T4, qui entre 1939 et 1940 et un assassinat entre 80 000 et 100 000 Allemands considérés comme ayant des vies sans valeur en raison de handicaps mentaux ou physiques, fut le laboratoire technique et humain de la machinerie génocidaire. Odilo Globoknik, responsable de l'extermination des Juifs dans le général-gouvernement polonais, l'opération connue sous le nom de Reinhard en l'honneur de l'assassiné Heydrich, reçut de la chancellerie privée de Hitler 92 hommes formés dans le programme T4 pour gérer les installations. Christian Wirth, ancien chef de la police criminelle à Stuttgart, fut transféré de Brandenburg, l'un des centres d'euthanasie, pour devenir le principal collaborateur de Globoknik. Le premier directeur de Treblinka fut le docteur Irmfried Eberl, également originaire de Brandenburg. Le noyau de la première équipe opérationnelle de Chełmno fut formé par un commando d'euthanasie de Prusse. Et dans un geste de rigueur bureaucratique qui semble presque incompréhensible,
Certaines des chambres à gaz du programme T4 furent démontées, transportées et réassemblées à Bełżec, Majdanek et Treblinka. Rudolf Höss, le commandant d'Auschwitz, laissa dans ses mémoires écrites avant son exécution en 1947 le témoignage de l'homme qui supervisa le plus grand meurtre collectif de l'histoire. À l'été 1941, Himmler l'appela dans son bureau à Berlin et lui communiqua verbalement l'ordre du Führer. Auschwitz serait le principal centre de la solution finale. Eichmann arriva quelques semaines plus tard pour discuter des détails techniques. Höss décrivit ensuite qu'il préférait le Zyklon B aux exécutions par fusillade parce que toutes les tueries de sang étaient évitées. C'était, selon son calcul d'efficacité, la solution la plus propre. Le système des camps d'extermination, contrairement aux camps de concentration, où les prisonniers étaient exploités jusqu'à la mort, était conçu pour l'assassinat immédiat. Lorsque les trains arrivaient à Auschwitz-Birkenau en provenance de toute l'Europe occupée, les prisonniers qui en descendaient étaient soumis à une sélection sur le quai. Ceux jugés aptes au travail étaient enregistrés et envoyés au baraquement. Les autres, vieillards, enfants, femmes avec bébés, malades, étaient conduits directement aux chambres à gaz, où on leur disait qu'ils allaient prendre une douche. Les portes étaient fermées. Les granulés de Zyklon B étaient introduits par des ouvertures dans le toit. En 15 ou 20 minutes, tout était terminé. À Treblinka, selon les déclarations de survivants et le témoignage de Franz Stangl lui-même, son commandant qui fut jugé à Düsseldorf en 1970, il n'y avait pas de sélection. Presque tous ceux qui arrivaient dans les trains étaient tués le jour même. Entre juillet 1942 et août 1943, en à peine 13 mois, entre 700 000 et 900 000 personnes furent tuées à Treblinka, principalement des Juifs polonais du district de Varsovie et d'autres territoires du général gouvernement. 2 Juifs sur 3 vivant en Europe avant la guerre. Mais les chiffres, à eux seuls, cachent une dimension de la destruction qui ne se comprend que lorsqu'on pense à ce qui existait auparavant. La communauté juive d'Europe de l'Est, concentrée dans les villes et les Städtlak de Pologne, d'Ukraine, de Biélorussie et des pays baltes, était depuis des siècles le cœur démographique et culturel du judaïsme mondial. En Pologne vivaient en 1939 3,3 millions de juifs, 10% de la population totale du pays et 30% de la population de nombreuses villes. Varsovie comptait plus de 375 000 juifs, la deuxième plus grande communauté juive du monde après New York. Łódź comptait 230 000. Lwów comptait 110 000. Ce n'étaient pas simplement des communautés résidentes, c'étaient des civilisations en miniature avec leurs propres institutions, leur propre langue, leurs propres formes culturelles. Le yiddish, la langue germano-hébraïque avec des éléments hébreux, slaves et araméens qui avaient évolué au fil des siècles dans l'ashkénaze européen, était la langue quotidienne d'environ 11 millions de personnes en 1939. Il avait une littérature qui remontait au XIIe siècle. Une presse avec des centaines de publications, un théâtre qui avait prospéré depuis la fin du XIXe siècle, et des poètes qui travaillaient dans une tradition aussi ancienne et riche que n'importe quelle autre en Europe. Sholem Aligem, dont les histoires sur le laitier Tévier seraient la base de la comédie musicale Le violoniste sur le toit des décennies plus tard, était mort en 1916. I.L. Peretz, le grand modernisateur de la littérature yiddish, était mort en 1915. Mais leurs héritiers étaient vivants en 1939 et la plupart d'entre eux moururent dans les camps. Les yeshivot de Vilna, une ville connue depuis le XVIIIe siècle sous le nom de Jérusalem de Lituanie, avaient formé pendant des générations l'érudition juridique et spirituelle du judaïsme européen. Avant la guerre, Vilna abritait le YIVO, l'Institut scientifique juif fondé en 1925. Qui était le principal centre de recherche académique sur la culture et l'histoire juive en Europe. Lorsque les Allemands occupèrent la ville en 1941, ils mirent le YIVO à leur service pour leurs propres fins, classer et cataloguer les livres et documents afin de sélectionner ceux ayant une valeur scientifique pour les spécialistes nazis de la question juive. Le reste serait détruit. Un groupe d'intellectuels juifs, connu sous le nom de groupe de papier, parmi lesquels le poète Avrom Sutzkever, qui survécut et témoigna à Nuremberg,
fut employé de force dans cette classification et réussit à cacher des milliers de documents, les enterrant dans des sous-sols ou les sortant clandestinement. Sutskever sortit son propre manuscrit de poèmes dans la même poche avec laquelle il sortit du ghetto. La destruction des communautés juives de l'Est de l'Europe fut également la destruction d'une forme particulière de vie urbaine et communautaire qui n'avait aucun équivalent ailleurs dans le monde. Les marchés des villes polonaises, où les commerçants juifs et non-juifs négociaient ensemble depuis des siècles, les quartiers où ils vivaient avec une familiarité qui comprenait à la fois la proximité et le conflit, les cimetières avec des pierres tombales en hébreu et en yiddish datant du XVIe siècle. Tout cela a disparu. Il a été brûlé, dynamité, pillé. Dans de nombreux endroits en Pologne et en Ukraine, les autorités allemandes ont utilisé les pierres tombales des cimetières juifs comme matériaux pour paver les rues ou comme matériaux de construction pour les casernes. Comme l'a écrit elle-même Dawidowicz, la solution finale a détruit les Juifs de l'Est de l'Europe. Ce faisant, elle a subverti les principes moraux fondamentaux et tous les systèmes juridiques qui avaient régi, bien que de manière imparfaite, la société humaine pendant des millénaires. La machinerie humaine. L'extermination de 6 millions de personnes n'a pas été l'œuvre d'un groupe de fanatiques. Elle a nécessité la participation active ou la complicité passive de dizaines de milliers de personnes. Conducteurs de train, fonctionnaires du registre civil, policiers municipaux, bureaucrates du ministère des Transports, pilotes de la Luftwaffe qui transportaient les coordinateurs des déportations, médecins qui signaient les certificats d'aptitude au travail et travailleurs des camps qui accomplissaient chaque jour les tâches qui leur étaient assignées. Les hommes des Einsatzgruppen étaient des fonctionnaires éduqués. Le profil sociologique de leurs officiers, établi par les historiens après la guerre, montre qu'une majorité avait une éducation universitaire. Beaucoup possédaient un doctorat en droit, en économie ou en sciences humaines. Ils n'étaient pas des psychopathes, au sens clinique, ce étaient des idéologues. Ils avaient tellement intégré l'idée du juif comme un parasite létal que tirer sur des familles entières était pour eux un acte d'hygiène publique et non un crime. Otto Ollendorf, chef de l'Einsatzgruppe D, formé en droit et en économie, qui supervisa le meurtre d'au moins 90 000 personnes en Ukraine et en Crimée, déclara devant le tribunal militaire international de Nuremberg qu'il préférait l'exécution par fusillade aux camions à gaz parce qu'il trouvait cela plus honorable pour les deux parties. Les rapports des chefs des Einsatzgruppen citaient les slogans du nazisme pour justifier les statistiques des meurtres. La lutte contre les bestioles, principalement les juifs et les communistes. La population des pays baltes a beaucoup souffert sous le joug du bolchevisme et du judaïsme. La banalité du mal, selon la formule de Hannah Arendt, qui couvrit le procès d'Adolf Eichmann à Jérusalem en 1961, n'excuse pas le mal. Elle le décrit. Adolf Eichmann, responsable de la coordination logistique de la déportation des Juifs européens vers les camps d'extermination depuis son bureau 4B4 du RSHA, n'était pas un fanatique hurlant des slogans racistes. C'était un bureaucrate efficace qui organisait les horaires des trains et résolvait les problèmes administratifs qui surgissaient entre les différents ministères. C'est cette efficacité, l'exécution diligente des ordres dans un système dont l'objectif était l'extermination, qui fit de lui l'un des plus grands meurtriers de l'histoire. La SS, l'instrument du génocide. Aucune institution n'incarne la connexion entre l'idéologie et le meurtre de manière plus précise que les Schutzstaffel, les SS. Créés en 1925 comme une petite garde personnelle pour Hitler au sein de la SA, elles devinrent, sous Heinrich Himmler, l'État dans l'État qui administra le génocide. Himmler prit le commandement des SS en janvier 1929, lorsque l'organisation comptait à peine 280 membres et était subordonnée à la SA qui comptait déjà 60 000 membres. Il avait 28 ans, était fils d'un professeur de Munich, avait étudié l'agronomie, n'avait jamais combattu pendant la Première Guerre mondiale, il était arrivé trop tard pour l'âge de service et souffrait de maux physiques chroniques. Mais il lisait déjà assidûment l'antisémitisme völkisch. Dans ses journaux de jeunesse, un document extraordinaire sur la fabrication d'un auteur de génocide dans l'Allemagne de l'entre-deux-guerres. Il nota en 1919, après avoir lu un traité antisémite citant les protocoles des sages de Sion.
Un livre qui explique tout et nous dit contre qui nous devons lutter la prochaine fois. En 1922, il nota à propos de l'ouvrage de Houston Stewart, Chamberlain, Race et Nation. C'est vrai, et on a l'impression que c'est objectif, pas seulement de l'antisémitisme rempli de haine. C'est pourquoi il a plus d'effet, ces juifs si terribles. Ce que Himmler construisit avec les SS était, dans sa conception, une expérience d'ingénierie raciale. Dès 1931, il établit le Bureau de la race et des colonisations, RUSA, devenu Rusha, pour examiner la filiation et la pureté raciale de tous les candidats aux SS et de leurs futures épouses. En 1931, il émit son ordre de mariage et de fiançailles. Aucun membre des SS ne pouvait se marier sans l'approbation de Himmler et du Rusha, qui enquêtait sur la généalogie raciale de la fiancée jusqu'à 4 générations en arrière. Les membres qui se mariaient sans cette autorisation étaient expulsés. L'objectif déclaré était de créer une lignée de sang germano-pur qui fournirait à l'Allemagne sa future classe dirigeante. En 1935, pour stimuler la procréation racialement précieuse, Himmler établit au sein des SS l'organisation Lebensborn, source de vie, qui gérait des maisons maternelles pour les mères célibataires racialement adéquates, dont les enfants seraient élevés comme des Allemands purs. Lorsque les nazis arrivèrent au pouvoir en 1933, les SS comptaient 50 000 membres. À la veille de la guerre, près d'1/4 million. L'organisation s'était multipliée en branches, la SS générale, Allgemeine SS, les troupes de réserve spéciales, Verfügungstrupp, qui deviendraient la base des Waffen-SS, et les unités de la tête de mort, Totenkopfverband, responsables de l'administration des camps de concentration. Les camps de concentration furent la première institution génocidaire du régime, bien qu'il n'ait pas été initialement conçu pour l'extermination. Dachau ouvrit le 22 mars 1933, 15 jours avant la promulgation de la première loi anti-juive. Leur objectif déclaré était l'incarcération des communistes et, lorsque nécessaire, des membres du Reichsbanner et des sociaux-démocrates. Mais dès le premier mois, le système était administré militairement par les SS sous les ordres de Theodor Eicke, un SS Obergruppenführer que Himmler avait précédemment interné dans une clinique psychiatrique et qu'il libéra en juin 1933 pour le nommer commandant de Dachau. Eicke systématisa les règlements disciplinaires du camp, qui comprenaient des punitions corporelles, des travaux forcés et l'usage illimité de la violence. Il fut promu inspecteur de tous les camps de concentration en 1934. Ces méthodes devinrent la norme. La structure des SS fut spécifiquement conçue pour rendre possible l'assassinat de masse sans que ses auteurs ne soient jugés par les institutions légales normales de l'État. Les camps étaient hors de la juridiction des tribunaux ordinaires. Les commandants ne rendèrent de compte à aucun ministère civil, mais directement à Himmler, qui lui-même rendait compte à Hitler. La chaîne de commandement était parallèle à l'État, non subordonnée à lui. Lorsque Göring établit la Gestapo en Prusse en 1933, Himmler l'absorba progressivement jusqu'à ce qu'en 1934, il contrôle toute la police politique de l'Allemagne. En 1939, la RSHA, la centrale de la sécurité du Reich, unifia sous un même toit le SD, service de renseignement des SS, la Gestapo et la police criminelle. Son chef était Reinhard Heydrich, le plus froid et intelligent des subordonnés de Himmler. C'est Heydrich qui, le 31 juillet 1941, reçut de Göring une lettre, rédigée selon les instructions du Führer, l'autorisant à prendre toutes les mesures nécessaires, organisationnelles, pratiques et matérielles, pour une solution totale de la question juive dans la sphère d'influence allemande en Europe. Göring instruisait également Heydrich pour qu'il lui présente un plan complet. Ce plan fut celui qui fut coordonné 6 mois plus tard lors de la conférence de Wannsee. L'architecture des SS était en somme l'architecture du génocide, une institution conçue pour agir en dehors de la loi, financée par l'État, dotée d'un pouvoir policier illimité, endoctrinée dans une idéologie qui transformait le meurtre en devoir et gouvernée par des hommes qui avaient appris à voir la cruauté comme une vertu. Himmler résuma cette éthique dans un discours au chef des SS à Posen le 4 octobre 1943, l'un des rares enregistrements directs où un haut fonctionnaire nazi parle sans euphémisme de l'extermination en cours.
Je veux vous dire quelque chose de très grave en toute franchise. Entre nous, il devra être mentionné totalement ouvertement, mais jamais il ne sera parlé de cela en public. Je fais référence à l'évacuation des Juifs, à l'extirpation du peuple juif. La plupart d'entre vous saura ce que cela signifie quand 100 cadavres reposent ensemble, quand il y en a 500 ou 1000. Supporter cela, et de plus, avec des exceptions humaines, rester décent, cela nous a endurcis. C'est une page glorieuse de notre histoire qui n'a jamais été écrite et qui ne le sera jamais. Elle ne serait jamais écrite parce que l'intention était qu'elle ne soit jamais connue. Himmler savait déjà qu'ils perdèrent la guerre, mais le génocide continuait. Les dernières paroles. 4 heures du matin, le 29 avril 1945. Berlin est en flammes. Les troupes soviétiques sont à quelques pâtés de maison du bunker de la chancellerie. Adolf Hitler, qui ne dormait pas la nuit et sortait rarement dans le monde extérieur, venait de dicter son testament politique. Ses dernières paroles au peuple allemand furent « Par-dessus tout, je confie aux dirigeants de la nation et à leur sujet l'observance scrupuleuse des lois raciales et l'opposition implacable au poison universel de tous les peuples, le judaïsme international. » Au moment où il écrivait ces mots, la machine d'extermination avait déjà été démontée ou détruite. Auschwitz avait été libéré par l'armée rouge le 27 janvier 1945, 3 mois plus tôt. Treblinka avait été démantelé en 1943. Sobibor et Beujek avaient subi le même sort. Les Allemands avaient tenté d'effacer les preuves. Ils n'y parvinrent pas. Hitler se suicida le lendemain, le 30 avril 1945, dans le bunker de la chancellerie du Reich. Il avait été au pouvoir pendant plus de 12 ans. Jusqu'à la fin, les Juifs habitaient son esprit. Le démon auquel il avait consacré sa vie ne l'abandonna jamais. La ville de Nuremberg, où en 1935 le Reichstag avait ratifié les lois qui dépouillèrent les Juifs de leur citoyenneté, devint en 1945 le lieu où le monde jugea les auteurs de l'extermination. C'était la seule réponse possible d'une civilisation qui se regardait dans le miroir et se demandait comment elle en était arrivée là. La réponse n'était pas simple. Elle ne l'est jamais quand il s'agit de démontrer que la haine, une fois codifiée en loi, institutionnalisée dans la bureaucratie et légitimée comme vertu civique, peut détruire des millions de vies avec la même efficacité qu'une usine fabrique des automobiles. L'Holocauste n'a pas été un accident de l'histoire. Il en fut la conséquence logique une fois que certains principes furent acceptés, que les peuples ont des hiérarchies biologiques, que certains sont inférieurs par le sang, que l'État a le droit de définir qui appartient à la communauté humaine et qui n'y appartient pas. Ces principes ne moururent pas dans le bunker de Hitler, ils réapparaissent. Et quand ils réapparaissent, l'histoire exige d'être rappelée.